Donc, merci beaucoup. Donc, on va démarrer la table ronde donc intitulée L'enjeu des politiques de soutien à l'innovation par les partenariats publics-privés en Polynésie française, dont on a vu des belles illustrations là ce matin. Donc, on va animer cette table ronde avec Vaimiti Dubousquet, qui est chargé de l'innovation scientifique et technologique à la délégation à la recherche et qui est en charge aussi du programme Recherche-Innovation Partenariat public-privé du pays. Et moi-même, donc responsable du service recherche, partenariat et innovation à l'Université de la Polynésie française. Donc je vais présenter les panélistes qui ont accepté de discuter ces questions lors de la table ronde. Merci d'abord à vous. Harry Nui Prou, qui est ingénieur sur le projet RIP4 Raupua et qui représente la société Technival. Nabila Gartner-Mazouni, qui est vice-présidente de la commission recherche de la recherche à l'Université de la Polynésie française, qui est également impliquée sur le projet Bioplate. Tehari Temohana Alpha, ministre de l'Agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche, qui est moteur politiquement sur le programme RIP. Bruno Bélanger, directeur de Plasticerd et partenaire du programme Bioplate, on a eu une intervention tout à l'heure. Et enfin, Jean-Christophe, last but not least, le DTRT, le délégué territorial à la recherche et à la technologie du Haut Commissariat de la Polynésie française. Donc, on va avoir une courte introduction par Vaimiti qui va présenter un petit peu un bilan plus général du programme RIP. Je ferai quelques mots sur le consortium Resipol et puis on pourra rentrer dans les débats et les questions des panélistes. Merci Jérémy, bonjour à tous, Yorana. Alors la Polynésie française finance depuis la création de la délégation à la recherche en 1989 des programmes de recherche dans des domaines très variés afin d'assurer l'acquisition de connaissances spécifiques au territoire. En 2019, un tournant est pris avec tout d'abord le lancement du premier appel à projet recherche et innovation, partenariat public-privé. Et également, 2019 voit la création d'un groupe de réflexion pour l'élaboration d'une stratégie de l'innovation pour la Polynésie française. Donc, début 2023, où est-ce qu'on en est ? La stratégie de l'innovation 2030 de la Polynésie française, après une année de concertation de l'ensemble des acteurs de l'innovation du pays, a été adoptée par l'Assemblée en octobre 2022. Et l'année 2023 verra le début de la mise en œuvre de cette stratégie, toujours en intelligence collective avec l'ensemble des acteurs qui ont été engagés et mobilisés pour son élaboration. En ce qui concerne les appels à projets, donc recherche et innovation, partenariat public-privé, donc on en est à la 3e édition qui est en cours puisque les candidatures, la clôture des candidatures était avant-hier et le jury se réunira pour délibérer la semaine prochaine. Ce jury est présidé par le ministre en charge de la recherche et il est composé du délégué territorial à la recherche et à la technologie et également des représentants de la délégation à la recherche, de la toute nouvelle agence de développement économique, de la CCSM, du cluster maritime, de la French Tech Polynésie, de la Sofidep et de la Socredo avec sa filiale OCI. Sur les 2 premières éditions de l'appel à projet Recherche, Innovation, Partenariat public-privé, il y a 11 projets collaboratifs qui ont été soutenus, qui ont été financés dans les domaines des biotechnologies, de l'aquaculture durable, des énergies renouvelables, des biomatériaux ou encore, comme on vient de voir, de la gestion de l'eau et des risques de crues. Au total, sur ces 2 premières éditions, le montant des financements alloués par le pays s'élève à 138 millions de francs et l'apport des partenaires publics et privés à 116 millions, ce qui montre vraiment un bel effet de levier, un bel effet d'entraînement de ces appels à projets. À noter que l'enveloppe allouée par le pays pour la première édition était de 42 millions et elle a plus que doublé pour la 2e édition puisqu'elle est montée à 96 millions de francs CP. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va doubler l'enveloppe à chaque nouvel appel à projet, mais par contre, ça montre... Voilà. Mais ça montre un engagement fort du pays, merci Monsieur le Ministre, en faveur de l'innovation et des partenariats publics-privés. Et pour finir, donc au-delà de l'aspect financier, ces appels à projets ont vu la naissance d'une grande diversité de partenariats publics-privés, comme vous avez pu le voir ce matin, et ont permis aussi la formation des futurs cadres et experts du territoire, avec un postdoctorat, 3 thèses, 12 stages de master, 3 ingénieurs, 4 techniciens et un CVD qui ont été contractés expressément sur ces programmes de recherche-innovation.
Donc voilà pour les bilans côté pays et délégation à la recherche. Et je passe la parole maintenant à Jérémy. Très rapidement, hein, du côté des universités et des organismes de recherche, hein, qui, dans le cadre des RIP, sont les porteurs en fait, des projets, hein, de ces projets de partenariat public-privé. Effectivement, ces universités et organismes localement sont fédérés dans le consortium qui s'appelle RESIPOL. RESIPOL pour Recherche, Enseignement Supérieur, Innovation pour la Polynésie. Et effectivement, l'ambition de ce consortium, c'est bien de soutenir le développement de la Polynésie française par à la fois la connaissance, la formation, mais bien sûr l'innovation. Donc ces appels à projets recherche RIP interviennent vraiment à la suite des programmes de recherche plus fondamentales ou appliqués également, qui sont également en partie financés par le pays, mais aussi par d'autres guichets comme l'ANR, les projets européens. Et c'est vraiment dans la continuité de ces programmes de recherche que RIP permet de valoriser du coup des résultats et également vraiment soit de renforcer ou d'initier des partenariats avec le monde industriel, socio-économique en Polynésie. Donc c'est vraiment, on l'a vu hein, ce matin, un dispositif, un outil très très intéressant pour ce qu'on peut appeler parfois la vallée de la mort entre la recherche initiale et puis les applications socio-économiques. Hein. Donc on a toujours ces questions qui se posent partout. Il y a une vraie cohérence donc, dans le soutien de la Polynésie, à la fois à la recherche et puis ensuite à des volets beaucoup plus aval sur la valorisation, l'innovation. Enfin, on l'a vu aussi, c'est un outil très intéressant pour acculturer les deux mondes, hein, le monde économique, industriel et réciproquement le monde de la recherche, les chercheurs. Et c'est bénéfique, je pense, hein, pour les deux sphères. De fait, ça ouvre aussi des a priori, ça casse un peu ces silos-là. Et c'est très très intéressant. Donc c'est vraiment une chance hein, pour RESIPOL, l'ensemble des membres, des parties prenantes de RESIPOL, de pouvoir bénéficier d'un tel programme. Et par ailleurs, pour finir, il y a vraiment un alignement de planètes hein, en ce moment. Alors cette semaine particulièrement, on va probablement l'évoquer aussi dans la table ronde avec la stratégie d'innovation hein, qu'a présentée Vaimiti, qui démarre cette année. Vraiment, c'est un fruit d'un long travail, mais qui va démarrer concrètement là, cette année. Le programme RIP et également le projet NAITI de structuration de l'écosystème d'innovation dont on a appris la semaine dernière que nous étions tous ensemble lauréats de l'appel à projet plan d'innovation Outre-mer. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet de la table ronde. Peut-être pour commencer, alors une parole à Monsieur le Ministre. Le programme RIP mobilise une part significative hein, du budget de la délégation à la recherche. Vaimiti a rappelé les chiffres. Ceci acte vraiment votre engagement fort à soutenir l'innovation en Polynésie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont un peu vos attentes sur ce programme à court ou moyen terme et plus largement, quelle est votre ambition, votre vision, votre stratégie pour l'innovation à l'horizon 2030, c'est loin, mais voilà, le court terme, le long terme, voilà, c'est un engagement. C'est une question très vaste. Moi, je voulais ici, à l'université, rappeler que pour être à ce moment, disons, important pour nous, puisqu'on vient d'inaugurer le pôle de recherche, RESIPOL existe, nous sommes éligibles nous avons été sélectionnés pour Narua, Nahiti, et nous avons validé une vision, un schéma directeur, une stratégie de l'innovation 2030. Rappelez qu'il y a peut-être 15 ans, on était avec d'autres responsables d'instituts de recherche français ici, en Polynésie, pour créer une politique de site autour de l'université. Il y avait l'IRD, il y avait l'IFREMER, donc les directeurs, les PDG de ces grands centres de recherche, de ces grands instituts de recherche. Et il a été validé une politique de site construite autour de l'université. Et si nous sommes débattus avec vous, avec les acteurs du privé et du public pour avoir une stratégie de l'innovation validée, c'est pour justement rendre encore plus cohérente notre vision, parce qu'il ne fallait pas y aller au coup par coup. Là, je pense qu'à partir de cette stratégie qui a été validée avec les 6 piliers, bon, je ne vais pas rappeler les 6 piliers, mais on a balayé les grandes priorités de développement de l'économie bleue, de la relation terre-mer, de la bioéconomie, de la biotechnologie, du tourisme éco-culturel. Tout cela va nous porter vers des financements extraordinaires, extraterritoriaux, puisqu'on vise, avec cette stratégie de spécialisation intelligente, on vise les financements européens et on vise France 2030, qui est certainement la meilleure source de financement
pour les 5 prochaines années, pour tous les projets que nous allons lancer ensemble. Et remercier aussi les partenaires privés qui sont là, qui à un moment donné ont décidé de se mettre ensemble, Cluster Maritime, la French Tech. On essaye de faire la même chose avec, bon, il y a le CIPOF déjà qui existait et qui a organisé un tournant radical dans cette relation publique-privée. Et puis l'agriculture, on essaye aussi de réveiller des groupements interprofessionnels de l'agriculture pour venir s'intéresser à la recherche-innovation. Je tiens aussi à remercier les partenaires internationaux comme Nature Conservancy qui s'intéressent à des projets en Polynésie. Et on voit bien que l'environnement global et l'écosystème polynésien se consolident, se structurent, et je pense que les 10 prochaines années, nous irons beaucoup plus vite que ce que nous avons subi ou galéré, entre guillemets, depuis quelques années. Et donc la vision, c'est que demain, le secteur privé doit aussi passer par l'innovation pour rester compétitif, pour rester résilient, en tout cas pour chercher à être résilient face à cette mondialisation qui est difficile. Et puis, surtout, réveiller de nouvelles activités en Polynésie. Voilà. Nous ne sommes que 300 000 habitants dans un territoire qui est immense en potentiel. Alors, notre stratégie, c'est Polynésie, océan d'innovation. Donc, c'est comme ça qu'on l'a déterminé. Notre stratégie, c'est une Polynésie riche d'innovation. Et donc, je ne vois pas comment on ne pourra pas réussir la transformation de notre pays avec son potentiel endogène. Donc je suis là, même si je suis qu'un ministre en CDD. Hein, je vous dis longue vie à l'innovation en Polynésie, et le meilleur est devant nous. Voilà. Merci. Personnes qu'on a excusées. Alors c'était une question pour Harry Nguyen. Je suis perdu. Effectivement, le programme Raopoa permet à Technival de s'inscrire dans de nouveaux procédés d'économie circulaire, vous l'avez très bien présenté tout à l'heure, hein, d'élargir le secteur d'activité par des débouchés nouveaux, une valorisation des déchets organiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intérêt pour une entreprise comme la vôtre d'externaliser une partie de la R&D nécessaire à l'innovation industrielle par la collaboration avec des organismes de recherche, dans votre cas l'ILM? On voit qu'il y avait eu aussi une thèse initialement faite à l'UPF, mais disons que ces plateaux techniques, l'accès aussi à des méthodes scientifiques. Alors du coup, l'intérêt qu'a trouvé Technival dans ce partenariat-là, je pense que aujourd'hui l'élevage d'insectes pour la fabrication d'aliments, c'est innovant à l'échelle internationale. Ça l'était encore plus quand on a commencé en 2015. Donc voilà, il fallait un peu chercher les informations, chose que Jade a très bien fait. Je pense que ce partenariat nous a permis d'avoir une ressource vraiment avec les compétences qu'il fallait pour faire ce travail-là. En plus, c'est un peu ce qu'on a montré dans notre présentation. On a fait beaucoup de choses avec une vraie cohérence, une vraie stratégie. Je pense que ça n'aurait pas forcément été possible avec d'autres profils. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, ça nous a permis à nous d'avoir accès à un profil, à une compétence, à même d'autres ressources, documentaires, donc à un niveau d'infrastructure aussi, qu'on n'aurait pas forcément eu Technival tout seul. Moi je suis chargé de projet de développement et j'aimerais bien avoir la même dynamique sur nos autres projets aussi. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Bruno Bélanger. Vous êtes directeur général de la société Plastic Serbe, une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication et la distribution d'emballages et de divers articles en matière plastique qui existe depuis 3 décennies et emploie aujourd'hui de nombreux salariés. J'ai 2 questions pour vous. Qu'est-ce qui vous a incité à collaborer avec un organisme de recherche dans le cadre de l'appel à projet RIP4, donc le projet Bioplates qui a été présenté ce matin? Et puis, conseilleriez-vous aux entreprises polynésiennes de se lancer dans un partenariat public-privé, comme vous l'avez fait? Je ne vais pas parler exactement de Plasticerd. Plasticerd, c'est le projet Bioplate. Il parle de biopolymères, donc de polymères, donc de plastique, et la ressource en termes
plateau technique et de compétences, je l'avais chez Plasticerde. N'importe quel autre projet, je l'aurais redirigé soit au travers des autres sociétés que je dirige, soit au travers d'autres sociétés du groupe auquel j'appartiens au groupe Brasserie Tahiti, soit au travers du CIPOF dont je suis le président. Le but du jeu, c'est la formation. La formation, on vient de lancer avec le CIPOF une campagne Ma formation, ma fierté, avec des t-shirts. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas encore au bac, pour tous ceux qu'on reçoit en stage. Certes, c'est 100 personnes, je dirais j'ai à peu près 200 personnes, je dois avoir 110 stagiaires par an. Donc, pour moi, c'est un partenariat de plus, et c'est ce qu'on essaye au travers du CIPOF de développer. L'autonomie alimentaire prônée par Tehari, elle ne sera viable que si la production locale propose des produits alléchants, propose des produits bien faits, bien emballés, bien traités. C'est très difficile pour des petites structures locales d'arriver à rentrer en compétition avec des monstres internationaux. Et on ne pourra le faire d'abord qu'à travers un capital sympathie. Donc quand on fait ça, quand on intègre les jeunes, quand j'ai des stagiaires de 14 ans, je les revois 10 ans après, ils me disent « Oh, tu ne te rappelles pas, tu m'avais pris en stage ». On a réussi quand même à donner à l'image de la production locale quelque chose de bien. Maintenant, on est à l'étape du dessus, c'est quelque chose d'encore mieux. Donc c'est vrai que le projet que Toutea m'a... Au début, c'était Nabila qui est venue me voir sur ce projet. Après Toutea, c'est vraiment, ça me paraît quelque chose d'évident dans la politique que l'on cherche à mener. Mais ce n'est pas une politique, c'est pas pour faire briller Plasticerde, ou c'est vraiment globalement, je pense que la Polynésie en a besoin. Quand je vois le plaisir qu'ont les diplômés polynésiens à revenir et intégrer une cellule chez nous, c'est très fort. Sauf que dans la recherche, il y a un petit problème, c'est la rentabilité. Et donc, en partageant un peu le coût de ces recherches avec l'État, avec le pays, et nous, on arrive à avoir des résultats qui nous permettent de monter ce genre de projet. Et dans le projet de Biofiber dont on parlait tout à l'heure, moi, c'est un truc que j'ai déjà sous le coude depuis des années. J'avance à la vitesse où je peux avancer. Ces gens-là sont des boosters, des catalyseurs de projets, et on en a besoin parce que je vous garantis que si ça fonctionne, l'autonomie alimentaire vers laquelle on peut tendre va clairement être boostée. Donc c'est ça qui me pousse, c'est pas Plasticerde, c'est juste un plateau technique, ça c'est rien. Merci beaucoup. Alors je vais poser une petite question à Nabila. En tant que vice-présidente de la recherche de l'université, est-ce que vous pouvez nous parler des grands projets structurants en faveur du soutien à la recherche et à l'innovation et au partenariat public-privé porté par l'UPF et plus largement le consortium Resipol? Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu ces projets-là, et puis au-delà de ça, peut-être aussi l'expérience en tant que chercheur, hein, il y a cette double question. Oui, c'est une vaste question. Je vais faire une réponse courte parce que je ne veux pas faire des déçus. En fait, au niveau de la recherche, il y a beaucoup de domaines. On est une petite université, mais très pluridisciplinaire. Donc au niveau des différents projets structurants, je dirais ça va on l'a vu, des biomatériaux, substances naturelles, en passant par l'énergie. Il y a vraiment beaucoup d'axes de travail qui sont déployés. Moi, je pense que c'est vraiment une chance. On parle beaucoup d'alignement des planètes, mais je pense qu'on est vraiment dans une phase. Effectivement, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on parle d'innovation, mais il faut qu'il y a un moment, enfin moi en tout cas c'est ma vision, c'est à un moment les planètes s'alignent et c'est le moment où il faut y aller. Et je pense que tout s'est bien aligné, la S4+, les différents projets qui étaient engagés, et c'était peut-être aussi un niveau de maturité de l'ensemble de l'écosystème qui l'a permis. Ces choses-là n'étaient peut-être pas possibles il y a 10 ans, et aujourd'hui elles sont devenues possibles grâce aux efforts, grâce à une vision politique, grâce à des efforts de tous les côtés, hein, du côté des chercheurs, du côté des entreprises. Donc je pense vraiment que voilà, il fallait une fenêtre d'opportunité, il fallait la saisir. Nous l'avons saisie ensemble et on ne peut que se réjouir finalement de ça. Donc je ne vais pas parler d'un projet en particulier, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une dynamique qui fait qu'il y a maintenant des espaces de discussion. Resipol s'est mis en place. Resipol Plus associe l'ensemble des partenaires privés aussi.
Ça va vraiment dans le sens de se parler et construire ensemble. Et je pense qu'on est vraiment dans une bonne vibe, comme diraient les jeunes. Voilà. Monsieur Autré, vous qui avez pu confronter de nombreux systèmes de recherche et d'innovation de par le monde, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur les actions menées en Polynésie française, ainsi que de nouvelles pistes de dispositifs que l'on pourrait mettre en place pour soutenir l'innovation? Merci Vaimiti. Alors, pour le public, les pays dans lesquels effectivement j'ai exercé la fonction de conseiller scientifique et technologique, c'est Israël, Canada et Japon. Alors me demander où va se situer la Polynésie sur ces paysages-là va nécessiter une réponse un peu audacieuse, mais je vais quand même essayer d'apporter une réponse. Alors il se trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement ces trois pays dans lesquels j'ai exercé ont des systèmes qui sont complètement différents. Et d'ailleurs, je pense qu'on a les deux extrêmes, Israël d'une part et le Japon d'autre part. Israël, alors ça c'est une histoire qui se raconte beaucoup en Israël. David Ben Gourion, donc le créateur de l'État d'Israël, avait plaisir à toujours dire que Dieu avait conduit son peuple dans le seul endroit du Moyen-Orient dans lequel il n'y avait absolument aucune ressource, et en particulier pas de pétrole. Et donc la nécessité de développer la matière grise comme étant la ressource principale du pays s'est imposée. Alors non seulement s'est imposé, mais a été mise en œuvre. Et effectivement, il y a eu un développement académique extrêmement important depuis le début de l'État d'Israël. Et surtout, il y a eu le développement d'une culture entrepreneuriale dans les lycées, dans les universités extrêmement importante. Et je crois que c'est toujours sans égal d'ailleurs partout dans le monde. Donc Israël, la recherche académique est vraiment le porteur de l'innovation, et la culture entrepreneuriale fait qu'effectivement il y a une quantité de start-up et de jeunes entreprises qui naissent de cette recherche académique. Donc ça, c'est vraiment le modèle israélien. Ces entreprises, ces start-up peuvent ensuite grossir. À l'opposé, on a le Japon. Le Japon, on a une culture, une recherche académique extrêmement importante et d'excellente qualité. Et à côté de ça, on a une recherche privée. Alors il faut savoir qu'Israël et la Corée sont les deux pays dans lesquels la recherche privée a le plus gros budget. C'est vraiment, là, il y a vraiment un gros effort qui est fait par les entreprises au niveau de la recherche. Par contre, le problème du Japon, c'est que c'est effectivement organisé très en silo, et que les liens entre recherche publique et recherche privée sont extrêmement difficiles à établir. Et ils le sont toujours. Alors c'était tout à fait intéressant. Moi, je suis arrivé en Israël l'année qui a suivi l'année franco-japonaise de l'innovation. Et alors c'est assez étonnant de voir qu'en fait c'était la France qui était un peu le modèle pour le Japon. Et en particulier la France qui avait déjà créé la French Tech. La French Tech a été complètement reprise par le Japon, et ils ont instauré un dispositif exactement similaire à la French Tech qui s'appelle G-Startup. Donc voilà, et là le problème, c'est qu'effectivement les liens entre recherche publique et recherche privée, entreprise, est toujours extrêmement difficile au Japon. Alors les Japonais, souvent ils mettent un petit peu de temps à comprendre où sont les verrous. Par contre, une fois qu'ils ont compris où étaient les verrous, là on peut leur faire confiance pour avancer, et je pense qu'ils sont venus maintenant sur cette trajectoire. Et puis entre les deux, on a effectivement le Canada. Alors le Canada, c'est un système qui est évidemment, il y a un grand voisin au sud. Donc le problème du Canada, c'est la frustration du Canada, c'est que dès qu'effectivement ils ont des startups, des jeunes poussent comme ça, ils sont immédiatement absorbés par le grand voisin du sud. Mais les écosystèmes, on va dire américains et canadiens, sont tellement intégrés que le Canada se sort toujours comme étant un des grands pays pour l'innovation. Alors, dans tout ça, où se trouve la Polynésie? Moi, j'aurais tendance à penser que la Polynésie, il y a effectivement une chose qui est vraie, qui est réelle, c'est qu'on a une recherche académique qui est bonne, qui est performante, qui est dynamique. On a très peu de recherche dans le privé. Bon, à part mon partenaire de droite, c'est vrai, quelques autres entreprises qui sont d'ailleurs présentes dans la salle, il y a quand même une recherche privée qui est extrêmement ténue en Polynésie. Et évidemment, je pense que dans ces conditions-là, c'est vraiment il faut compter sur la recherche académique, sur la recherche publique pour alimenter
évidemment le développement, l'innovation en Polynésie. Et ça, je pense que des dispositifs tels que RIP4 qu'a mis en place le pays, tels que les initiatives dont a parlé Nabila, comme Polinov, Naïti, sont tout à fait favorables. Il faut soutenir la recherche publique, mais ça, elle se soutient très bien toute seule. Il y a des tas de dispositifs ANR, etc., qui existent et auxquels elle a accès. Mais il faut aussi favoriser les partenariats publics-privés, ce qui est en train d'être fait en Polynésie. Alors moi, c'est vrai qu'on parle de Naïti, de RIP4. Il y a quand même aussi des tas d'autres dispositifs qui sont mis en place par le pays, je reprends ma casquette au commissariat, comme les bourses CIFRE, comme ILAB, comme INNOV, comme ePhD, qui sont des programmes qui sont extrêmement importants et qui sont là justement pour supporter un petit peu cette émergence d'entreprises depuis la recherche publique et qui sont sous-utilisés en Polynésie. Alors, CIFRE, on fait beaucoup de promotions autour de CIFRE et ça commence à monter un petit peu en puissance. ILAB, on a des gens qui sont proches de projets qui sont portés cette année, mais ILAB, sur les 20 dernières années, je crois que j'ai dû voir 3 ou 4 projets ILAB, donc on est très très loin du compte. Et là, je pense que de ce point de vue-là, et ça c'est un des rôles que je me donne pour les prochaines années, il faut absolument promouvoir l'accompagnement pour CIFRE et pour tous ces dispositifs qui sont là justement pour renforcer le lien public-privé. Je m'arrête là parce que Théa dit toujours que je parle trop, donc... Peut-être passer le micro à la salle pour des questions un petit peu. Est-ce que voilà, quelqu'un souhaite poser des questions? Voilà, Larry. Hop. Bonjour, déjà merci à tous. Donc, je me présente, Larry Chiu, je suis un porteur de projet Polinov, donc du côté privé, mais des tout petits privés. Donc ma question est, comment s'assurer dans un... Bon, déjà on a Téti, Radio Cocotier, on connaît tous les clauses de confidentialité, que ce soit ID ou propriété intellectuelle, sont pas encore très connues, c'est pas courant. Donc dans des partenariats publics-privés, donc c'est une chose d'être l'UPF, d'être plasticère, avec des ressources, avec multiples projets, mais d'être une start-up où, en gros, tu joues ton avenir et l'avenir de ta boîte dans une collaboration de recherche. Et voilà, en gros, tu mises vraiment toute ta propriété intellectuelle et le développement. Comment s'assure justement d'avoir un retour équitable? Et quand on dit équitable, pas forcément égal, parce que équitable, là, il y a beaucoup plus de risques pour une petite entité d'entrer dans ce type de partenariat que du côté institutionnel ou du côté d'une grande entreprise. Donc j'aimerais avoir le retour, que ce soit de Bruno, sur comment vous négociez vos petites clauses avec vos juristes et vos avocats, et peut-être également du côté des institutions. Comment est-ce que vous voyez, quels sont vos intérêts? Donc on a parlé de cette problématique de profitabilité. Donc pour une petite entreprise privée, une start-up, la profitabilité est clé. Donc avoir un contrôle, entre guillemets, sur le retour sur investissement, l'exploitation, des garanties sur la possibilité d'avoir en exclusivité l'exploitation des résultats de la recherche est critique. Mais de notre côté, on comprend que le milieu académique a besoin de publier, d'avoir potentiellement d'être auteur de brevets, mais pas forcément de devoir l'exploiter. Je vais répondre. Alors moi, je suis un peu... Oui, je suis sûrement... je ne suis pas naïf, mais dans ce que je fais, c'est un peu du mécénat. Donc, je sais qu'on a déposé, c'est moi qui ai dit de déposer le dessin de la coupelle à l'INPI. Je ne sais même pas qui l'a déposé. Je crois que c'est l'université, c'est vous, hein? C'est pas moi. Hein? Ça m'étonnerait que ce soit moi. J'en attends. Si ça marche très très bien, j'en retirerai peut-être pas de l'argent. Placiade n'a pas besoin de ça pour vivre. Le but du jeu, je veux éviter tout ce type de frein dans le partenariat actuel. Mais moi, je suis une structure qui peut se permettre de mettre des freins. Les freins, c'est des
des contrats de confidentialité qui sont signés et qui sont déposés auprès de structures juridiques. C'est des dépôts à l'INPI. C'est vrai que quand on démarre une start-up et qu'on a l'intention, qu'on espère pouvoir vivre de ce développement, c'est complètement différent de quand on est un mécène et qu'on dit je vais aider ça parce que d'abord j'ai envie de le faire et puis je pense vraiment que c'est une bonne idée. L'objectif n'est pas le même, donc la protection n'est pas le même. Moi j'y vais un peu sans casque et ça ne me dérange pas. C'est ma façon de fonctionner. Vous de votre côté, je pense que vous êtes obligés, ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de le faire au travers de l'université, de prendre la tâche de juriste pour faire simplement signer des petits Master of Agreement, Master de je sais quoi, déposer vos dessins s'il y a l'INPI. Les gens font ça, c'est la seule manière de se protéger parce que si un jour vraiment quelqu'un a l'idée phénoménale, c'est clair qu'il va se la faire piquer. Pas en Polynésie, c'est pas Radio Cocotier qui fera ça, c'est ailleurs. Donc voilà. Mais ça serait intéressant peut-être d'utiliser votre cellule juridique pour ça. Ouais, juste pour compléter, en fait, je pense que ce qui est important quand on dit partenariat public-privé, moi je trouve que le mot partenariat, il est vraiment important parce que d'abord, il doit y avoir une relation de confiance, mais la confiance, ça ne fait pas tout. Et ensuite, on fait des accords de consortium dans lesquels, en fait, toutes les questions de propriété intellectuelle sont discutées et consignées. Et je pense que c'est vraiment important, la confiance, l'envie de travailler ensemble, et ensuite le cadre, poser le cadre pour que ce travail ensemble se fasse dans les règles de l'art, si je puis dire. Je ne sais pas si tu veux... Du coup, pour compléter par rapport à l'expérience de Technival avec le projet Raupura, donc nous, clairement, on n'a pas inventé la poudre, on a récupéré ce qui était fait à l'étranger et on est plus dans une stratégie, dans une démarche où un peu comme je pense Plasticère, dont on joue un peu les mécènes, on partage la connaissance, ça s'illustre bien avec le kit BSF, le guide pour la construction du guide BSF qu'on a sorti dans le cadre du programme Protège. Et je pense que ce qui est important aussi, nous, je sais que chez Technival, on aime bien la concurrence, même si on n'est pas forcément trop impacté, mais on aime bien la concurrence parce que ça nous... Mais ça fait un peu rire, mais c'est ce qu'en fait ça nous permet de... Non, mais, en tout cas sur le projet Là au pouvoir et même sur d'autres choses, ça nous permet d'aller plus loin, de faire mieux, de se remettre en question. Je ne sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, ça s'excite pas mal au niveau des projets de bioconversion autour de la BSF. Nous on est contents de ça, parce qu'on croit au projet de la BSF, on croit à l'impact. Donc nous, après on verra, ça sera qui fera le mieux. Nous on a une stratégie, on a une de conduite, on s'y tient et après on verra qui sera le meilleur, quoi. Merci Larry pour ta question. Donc peut-être pour compléter, moi je pense, lorsqu'on a mis en place ces projets RIP, il y a le thème partenariat. Donc il y a deux types de propriété intellectuelle. Il y a celle qui est purement académique, et donc les universités ont des chercheurs qui ont avancé dans plein de domaines, et la valorisation de cette connaissance, souvent elle n'était pas mise en œuvre. C'était la réflexion qu'on avait avec un monsieur qui s'appelait Laurent, qui était PDG de l'IRD. Il avait un portefeuille à l'IRD national de plusieurs centaines pas de brevets, mais d'applications potentielles, mais qui ne s'étaient jamais transformées en transformation ni industrielle, ni même embryonnaire au niveau d'un projet visible. Donc l'idée maintenant, c'est de faire converger cette connaissance académique vers le privé. Et deuxièmement, si le projet privé est intéressant et innovant, le rôle du public, et je pense que c'est l'université, Résipol et le pays et l'État en Polynésie s'est positionné comme ça, on doit chercher à accompagner l'émergence de ces projets pour créer de la richesse en Polynésie. Quelle que soit la richesse créée, qu'elle soit
à travers une URL, à travers une SAS, à travers une SARL, à travers une société ou à travers un projet de patenté, nous sommes preneurs. Voilà, l'objectif, c'est de réveiller cette richesse. Et par contre, nous devons être solidaires, public-privé polynésien, pour ne pas être pillés, ne pas être copiés et ne pas être détournés de notre potentiel. Et c'est là où on a besoin d'être ensemble. Parce que la mondialisation ne va pas nous laisser tout seuls pendant longtemps. Et les gens vont venir nous épier, nous regarder. Donc, cluster maritime, French Tech, CIPOF, voilà. Il faut qu'on soit solidaire pour que cette richesse soit une richesse endogène, qui est issue de nos recherches et de notre observation de la nature et de la valorisation de ce potentiel. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas, qu'on soit méfiants les uns les autres. On doit plutôt tout faire pour que tout cela aboutisse, mais en étant un peu égoïste. Il faut que ce soit une richesse portée par des leaders, des éléments de notre pays. Voilà, c'est ça l'objectif de cette stratégie. Et puis on ne va pas réinventer la technologie tous les 4 matins. Souvent, ce sont que des briques. Ce sont des briques de technologie qui existaient déjà, de connaissances qui existaient déjà. Et en les mettant un peu les unes à côté des autres, on va créer quelque chose d'innovant. Et n'oublions pas que le savoir patrimonial, le savoir un peu, ce qu'on appelle le savoir endogène, ancestral, doit aussi converger vers le savoir académique. Les deux doivent avancer ensemble. Et notre pays, en tout cas notre océan d'innovation, la Polynésie française, elle est riche de ce potentiel. Et donc moi je pense qu'on a intérêt à se soutenir les uns les autres. Voilà. Privé et public, c'est une ambition commune pour que la richesse existe dans notre pays. Voilà. Ces activités qui vont permettre à toute une nouvelle génération de créateurs d'exister.